Chers amis, bonjour, merci d'être avec nous. Voici donc une nouvelle émission avant l'été et j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que je voulais avoir depuis un petit bout de temps et qui s'est posé tant de questions depuis sa plus tendre enfance. Ces questions évidemment qui parviennent à notre esprit, qu'on n'arrive pas nécessairement à expliquer pendant toutes ces années. Alors qu'est-ce qu'on fait? On écrit, on tient un petit journal, un journal intime pendant une trentaine d'années. Et puis, on laisse ça peut-être de côté, on fait le tour du monde en voyageant à travers différentes contrées pour aller visiter d'autres dimensions spirituelles jusqu'au jour où on se sent comme appelé, comme attentif à l'écoute de petits chuchotements qui viennent résonner à notre oreille et qui nous invitent au cœur d'un voyage initiatique qui vous incite à retranscrire ce que l'on vous fait comprendre, même si véritablement vous n'avez pas le choix. C'est un petit peu en résumé l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. Et avec mon invité, je suis très content de l'accueillir parce que c'est la première fois qu'on se voit de visu, pour tout vous dire, alors qu'on a déjà effectivement échangé plusieurs fois au téléphone. Il est l'un des fondateurs de la maison d'édition que vous connaissez, on en parle souvent sur ABC, Mama Édition. Et c'est une trilogie qui nous invite à sa rencontre. Trilogie qui s'appelle Chaman, un conte initiatique qui s'offre à vous et qui nous invite à l'exploration intérieure. Tout un programme. Il s'appelle Tigrane. Il est sur les canapés d'ABC. À tout de suite. Voilà, bienvenue, installez-vous, on va essayer de vous faire voyager, on va essayer de vous raconter une belle histoire et on va surtout accueillir Tigrane qui est mon invité. Bonjour Tigrane. Bonjour Marc. Je suis très content que tu sois là. C'est un plaisir réciproque. Merci infiniment, merci pour tout ce que tu fais. Je ne sais pas si au plan large avec Aurélie, voilà, sur ce plan précisément, on voit les ouvrages qui sont sur cette table. Tous viennent de Mama Édition, il y en a plus d'une centaine, alors imaginez bien qu'on ne les a pas tous mis, mais beaucoup d'auteurs sont venus s'installer sur des canapés, d'autres viendront ici, je l'espère. Et en l'occurrence, on va parler de toi et de ton histoire au travers de cette trilogie qui est ici. Ce sont 3 ouvrages qu'il faut absolument se procurer si vous aimez les contes initiatiques. Chaman, une trilogie passionnante. Je ne savais pas, Tigrane. Il y a des secrets bien gardés. Mais je ne savais pas. Quand on sait, pour tout vous dire, quand on a discuté avec Tigrane au téléphone, évidemment, en tant que patron d'édition, on parle des livres qui sont susceptibles d'être mis en avant sur la chaîne, dans les différentes émissions avec les auteurs. Je n'imaginais pas on n'a pas du tout évoqué Jamais. ce que tu étais, ce que tu ressentais depuis tout petit. Oui, c'est ça en fait. C'est resté partie de l'histoire secrète. C'est dingue. Alors moi, je trouve ça absolument fascinant. Et alors, on m'a dit, j'ai fait ma petite enquête, on m'a dit, si tu reçois Tigrane, tu dois avoir du chocolat noir. Donc, voilà du... La nourriture des dieux. Pourquoi autant le chocolat noir? Déjà, étymologiquement, le principe actif du cacao, la théobromine, ça veut quand même dire nourriture des dieux, ce qui nous renvoie parfois aussi à d'autres plantes et en tout cas à des traditions intéressantes. Bon, et tu en manges tous les jours? Ça peut m'arriver, mais comme pas mal de choses, c'est bien de suspendre un jour de temps à autre. Il ne faut pas en abuser, effectivement. Tu es un personnage. Tu es un personnage, tu as, et d'ailleurs, même dans ton regard, dans la façon, tu as un regard très appuyé, tu as un regard très profond. Et certains m'ont dit, tu verras, quand tu rencontreras Tigrane, c'est un homme habité. Te sens-tu habité? Oui, je me suis senti toujours habité d'une certaine façon, avec des fluctuations. Parfois quelque chose qui vous habite de l'intérieur et dont vous sentez qu'il va falloir aller le chercher plus profondément en vous. Et parfois visiter. Alors c'est peut-être un autre mode de se sentir habité. Et le mélange entre ce qui est déjà à l'intérieur de soi et ce qui vient parfois vous rappeler à vous-même de l'extérieur, quand on s'égare, c'est une alternance intéressante dans la vie qui, à bâbord, à tribord, vous accompagne chemin faisant. Tu as toujours ce phrasé extrêmement poétique, ça aussi, et tu le retranscris évidemment, on a cette canalisation au travers de ces 3 ouvrages, on va y revenir dans le détail. J'ai commencé par dire, avec cette question, comment accepter ce que l'on ressent quand on est tout petit, qu'on n'arrive pas nécessairement à expliquer? Ça a été ton cas? Oui, alors on n'arrive pas à mettre des mots dessus et forcément à l'expliquer, et d'un autre côté, on n'a pas trop de problèmes à l'accepter parce qu'on n'a pas encore les conditionnements, les programmes, les formatages qui font qu'après, ça pourrait poser problème. Donc on pourrait considérer que certaines expériences hors cadre, quand elles vous arrivent tôt, quelque part, c'est tant mieux,
parce qu'on n'est pas encore dans le monde du travail ou même dans le monde des études, on n'est pas encore à répondre rationnellement à 150 000 choses par jour. On est un enfant, donc il y a une certaine tolérance, vous êtes un enfant. Parfois on dit d'un enfant qu'il est dans les nuages, parfois on dit la vérité sort de la bouche des enfants. Parfois, un enfant raconte des choses complètement imaginaires qui le sont peut-être pas tant que ça. Et on se dit, bon, bah, il rêvasse, voilà, c'est un enfant. Donc, quelque part, c'est une position qui n'est pas si difficile que ça pour vivre l'extraordinaire. Et peut-être même que beaucoup plus d'enfants qu'on ne croit sont en contact avec des réalités invisibles qui ne sont pas des affabulations quand ils les expriment, mais qui sont bien ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils perçoivent. Sauf que quand on est tout petit, évidemment, on est sous le conditionnement des parents. Comment tes parents à l'époque reçoivent ça? Est-ce que tu en parles? Est-ce que tu te confies? Est-ce qu'ils l'accueillent intelligemment en l'acceptant? Alors j'ai eu la chance notamment d'avoir deux parents artistes, un père écrivain qui a été peintre toute sa vie, qui était vraiment dans le monde de l'imaginaire et de personnages mythiques, de personnages ailés, de personnages en lévitation et autres, et une mère qui a toujours écrit et qui elle-même avait certaines habilités, certains dons, certaines sensibilités, notamment à travers ses mains, et qui avait des qualités qu'on pourrait dire parfois extra-lucides et autres. Donc bien que ce n'était pas du tout quelque chose qu'il revendiquait, et qu'officiellement dans la société culturelle et l'intelligentsia artistique parisienne, l'un était peintre et l'autre était écrivain, dans la pratique, il y avait des formes de sensibilité où quand on les vivait au quotidien, on voyait bien qu'ils étaient un petit peu à la lisière de quelque chose d'autre. Donc quand j'ai eu ces premières expériences, en fait, je ne sais pas si c'est pas arrivé plus tôt et que je ne m'en souviens pas et que ça fait partie de ces mémoires enfouies auxquelles on n'a pas un accès conscient. Mais les premières expériences fortes dont je peux me rappeler aujourd'hui consciemment, donc vers l'âge de 5, 6, 7 ans, j'en ai pas parlé tout de suite, mais en tout cas, mes parents ont vu que mon attitude avait changé et qu'elle avait changé du jour au lendemain. Donc en fait, il y avait eu un moment pivot qui est d'ailleurs la plus ancienne expérience vraiment forte, extatique, dont je me souvienne aujourd'hui. Après quoi, ma mère m'a demandé s'il y avait un problème, s'il y avait quelque chose, et il n'y avait pas de problème. Je n'avais pas l'air ni triste ni perturbé, mais j'étais plus le même. Et tu le racontes facilement? Oui, maintenant je peux le raconter facilement. D'ailleurs, c'est ce que je fais dans le premier tome de cette trilogie chamane, puisque c'était non pas devant un magnifique coucher de soleil ou en étant emmené à un concert de Jean-Sébastien Bach ou autre, mais tout simplement dans une salle de gymnastique, Ouais, c'est ça. préau, en montant à une corde. Cela dit, avec le recul, en montant à une corde ou en m'approchant de cette corde, il y a déjà ce premier moment de frémissement où je vois cette sorte de forme torsadée, de double hélice comme ça de la corde. Et il y a un petit quelque chose qui se passe, comme si le symbole se surimposait à l'objet concret, comme si on tapait dans quelque chose de, un archétype, quelque chose d'enfoui. Et puis vient cette ascension, donc cours de gymnastique, le prof, les élèves, etc. Et puis là, tout d'un coup, le monde s'ouvre. Donc première expérience de clairaudience, de plaisir, pas seulement de plaisir au sens d'une extase abstraite, psychique, mais aussi du plaisir physique, alors que je n'avais que 6 ans à l'époque. Donc c'est quelque chose de confondant, bien sûr, et après ce type d'expérience, il y a avant et après. Ça, c'est quand même extraordinaire parce que ça veut dire qu'à cet instant-là, tu oublies totalement tout ce que tu perçois autour, c'est-à-dire les élèves, l'ambiance, le gymnase, le prof. Tout ça, à un moment donné, s'interrompt pour être dans une espèce d'autre dimension? Ouais, c'est comme si en fait toute la vie la plus concrète, la plus réelle jusqu'à ce moment-là devenait la chose la plus creuse, la plus illusoire qui soit, sans être du tout reniée ou dévalorisée, pas du tout. Mais tout d'un coup apparaît quelque chose qui, sans contredire la réalité, c'est-à-dire sans distorsion, sans souffrance, bien au contraire, dans le plaisir, dans la jouissance, dans l'extase, dans la clairaudience, donc qui vient confirmer, accompagner quelque chose qui est plus ample que vous, parce que vous avez une voix d'enfant qui n'a pas mué, donc Eh votre oui. petite voix intérieure, c'est plutôt une voix de tête qu'autre chose, et puis tout d'un coup, vous entendez quelque chose de très, très, très ample, de très, très, très ancré, et à la fois qui semble venir de tout là-haut, de tout là-bas. Donc c'est rassurant, c'est imposant à la fois, c'est impressionnant, mais surtout, visuellement, tout disparaît. C'est-à-dire que tout ce qui paraît plein, les murs, l'activité, les voix des élèves, le prof, etc., tout ça semble complètement vide, complètement plein de vide. Et ce qui était vide, paradoxalement, l'air autour de vous, tout d'un coup paraît très plein, très habité,
plein d'une énergie complètement infinie, où tout communique sans la moindre segmentation, sans la moindre étanchéité. Donc vous êtes, par la force des choses, comme pris et en dissolution de vous-même dans cet espace qui, correspondant avec tout, est une sorte de tout. Si vous commencez à faire une expérience d'une dissolution de vous-même dans le tout, il y a fort à parier qu'après être revenu de ce bain-là, vous ne soyez plus tout à fait le même. J'imagine, je me pose la question en tant que père, voir son fils rentrer à la maison, sans doute transformé par cet instant si spécifique, si singulier. Comment expliquer avec les mots d'un enfant à ses parents ce que l'on vient de vivre? Ta maman te pose la question, elle sent qu'effectivement quelque chose ne va pas bien, ou en tout cas quelque chose t'a modifié. Ouais. Comment tu lui expliques avec les mots d'enfant? Qu'est-ce que tu lui dis? Eh ben, en fait, c'était les actes plutôt que les paroles. C'est-à-dire que dans un premier temps, ce qui avait changé, c'est que je suis devenu extrêmement calme. J'étais posé, je parlais beaucoup moins, mais pas du tout comme quelqu'un qui se referme sur lui-même ou qui a l'air triste, pas du tout. C'est pour ça qu'en fait, il n'y avait pas de problème et qu'elle a senti qu'il y avait quelque chose d'autre qui, en fait, l'a plutôt intéressée. Elle a eu confiance, et ça, je la remercierai jamais assez, de cette confiance, de cette intuition, de ce sentiment qu'il ne fallait pas s'inquiéter et poser de questions inutiles. En revanche, du jour au lendemain, c'est un petit peu comme si du haut de vos 6 ans, vous avez l'impression également, tout en étant un enfant, tout en ayant une joie, tout en ayant une certaine candeur, vous avez l'impression en vous-même d'avoir ajouté un autre niveau de poupée russe et d'être très, très, très ancien, en fait. Et cette ancienneté, elle existe, elle reste entre vous. Et cette ancienneté, elle vous pose. C'est-à-dire que après cette séance dans ce gymnase, par exemple, je suis allé dans la cour de récréation et tout d'un coup, tous mes copains, les camarades, ceux des autres classes, des écoles, et jouets, et 1, 2, 3 soleil, et chat, et paraît comme une sorte de nuée de moustiques qui s'agite et vous n'en faites plus partie. En fait, vous êtes en dehors du groupe et ce sentiment de ne plus jamais appartenir à aucun groupe ne m'a jamais quitté depuis. Est-ce que ça a impacté ta scolarité? Ça a impacté ma scolarité dans le sens où ça m'a donné une sorte de distance et où je suis devenu très très observateur d'un moment à l'autre. Dans les cours de récréation, je passais l'essentiel de mon temps assis par terre et je regardais. Mais j'avais besoin de m'asseoir par terre, à même le sol, et d'observer ce qui se passait parce que cette agitation, pour moi, c'était plus un jeu qui m'attirait, c'était plutôt une agitation qui me renseignait. J'essaie de visualiser cet enfant qui se retrouve, parce que du coup, il y a une certaine distance qui se crée inévitablement avec le reste des copains. Oui, mais il y a un rapprochement parfois sur d'autres plans. Par exemple, il y a peut-être moins de copains, mais plus d'amis et seulement quelques-uns. D'autres gens où vous sentez qu'il y a quelque chose de cet ordre. Quelqu'un qui peut-être est plus posé, quelqu'un qui a un côté qui passe son temps à faire des dessins, quelqu'un qui fait de la musique beaucoup, même à 6 ans, 7 ans, etc. Et puis un rapprochement avec les animaux, évident. Tout d'un coup, le fait de pouvoir passer des heures avec des animaux et d'avoir l'impression d'être en communication avec eux, sans parler, sans avoir à faire quoi que ce soit, juste en étant avec eux. Et que les observer être, ça devient une sorte de leçon. Alors on ne se dit pas ça quand on est jeune, mais la façon d'être de l'animal dans l'instant présent devient quelque chose qui vous nourrit comme un modèle qui est peut-être plus pertinent que toutes sortes de phrases d'éducation et de choses qu'on veut vous inculquer. À quel moment intervient l'écriture? Je parlais tout à l'heure de ce journal intime que tu écris très tôt et qui dure durant au moins 3 décennies, voire plus. Ouais. À quel moment intervient ce besoin d'écrire, de retranscrire sur le papier? À l'adolescence, donc autour de 13-14 ans, un moment où naturellement dans les transformations du corps, la biochimie, les métamorphoses, ce côté survolté, très sensible, la mue, la puberté, l'ouverture à d'autres énergies, quelque chose qui, oui, tire de l'avant vers écrire, vers dire à un cahier ce qu'on pourrait dire à personne. D'autant plus que quand on découvre ces choses-là vers 13-14 ans, mais qu'en fait ça fait 7 ans que vous avez vécu cette extase, eh bien vous avez beau devenir pubère et découvrir par exemple la jouissance physique, vous avez connu avant
un tout autre type C'est ça. de jouissance Et peut-être physique, plus fort. beaucoup plus vaste, Eh oui. qui semble ne pas avoir un début, un pic et une fin, mais qui semble être un temps sans temps, où tout s'ouvre dans une sorte de présent infini, où il n'y a ni début ni fin, mais où il y a juste un état d'être, de plénitude, de béatitude, de jouissance, aussi bien pour le corps et l'esprit, qui fait que certes, vos copains adolescents vous racontent ceci et cela, mais où à l'intérieur, ce personnage qui est vous-même beaucoup plus ancien, d'une certaine façon, il rigole un peu. Et alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, près de 35 ans sur ce journal intime, Ouais. tu as conservé tout ce que tu as écrit, même Ouais. aujourd'hui, de ton adolescence? Oui, et puis j'ai tout mis au tiroir au mois de juillet, il y a 2 ans, en pensant que c'était la fin pour moi l'écriture, puisque c'était quelque chose qui allait jamais intéresser quiconque, qui n'était pas du tout destiné à être publié d'ailleurs. C'était une sorte de dialogue avec moi-même, consigner des souvenirs, raconter des choses qui pourraient me faire passer pour Huluberlu pour certaines personnes. Et donc c'est quelque chose que j'ai rangé et je me suis dit, voilà, c'est la fin de l'écriture, c'est terminé. Et évidemment, c'est quand on lâche que ça vient. Exactement. Et je me couche en me disant ciao, bye bye. J'ai 50 ans, finalement, l'écriture, ça n'est pas pour cette vie-ci. Je parle de l'écriture partagée avec les autres, même si j'avais écrit, publié à 20 D'autres ans choses quelques auparavant. poèmes, romans jeunesse ou autres. Ciao, bye bye, c'est terminé pour l'écriture partagée. Ça n'est donc pas pour cette incarnation. Et là, le lendemain matin, boum, je suis dans un hamac, vraiment à l'heure du premier café, à l'aurore. Et ça me tombe dessus. Ça me tombe dessus, c'est-à-dire pas seulement l'idée d'écrire, mais un flot de textes qui arrive, et là un mode d'écriture totalement différent, c'est-à-dire non pas quelque chose où vous pensez écrire ceci et cela et raconter ceci, cela, avait un projet et avait un plan, mais quelque chose qui vient avec des sons, avec des images, avec des présences, avec des noms, avec quelque chose qui caracole et qui s'impose à vous comme un film en fait, un film complet avec des mouvements de caméra, avec des bruitages, avec des animaux, avec presque des odeurs, c'est-à-dire avec une sorte d'idée de lui est en sueur, là il y a de la chaleur, pourtant là-haut il fait plus froid, une sorte d'univers qui déboule sur vous et qui commence à vous coiffer et qui là me stupéfait parce que je reconnais le chant diphonique, je reconnais la vieille Morin Khur, donc la vieille mongole, la vieille cheval, je vois ces steppes, je vois la neige au loin. Et donc, il n'y a pas de doute, c'est la Mongolie. J'ai fait des études d'ethnomusicologie, des études sur justement la guimbarde, etc. Où tu n'es jamais allé. Et je ne suis jamais allé là-bas. Et je me dis, il y a une erreur de casting là, parce que si vous me disiez l'Afrique du Nord, le Sri Lanka, la Thaïlande, l'Indonésie, Bali, l'Amérique du Nord, l'Europe, la Russie, ok, puisque j'y ai été. Mais pas le seul, entre guillemets, endroit où j'ai pas été. Eh bien si, justement. Cette perception du matin après le café, là, elle est tellement forte, elle est tellement puissante. Est-ce que tu as un doute sur ton état mental à ce moment-là? Est-ce que tu t'interroges ou est-ce que t'as tellement pas le choix que tu te dois tout de suite de te mettre sur l'ordinateur ou un bloc-notes et écrire immédiatement? Ouais, alors j'ai pas de doute sur mon état mental, mais j'ai un net sentiment d'être visité. C'est-à-dire que c'est pas comme des souvenirs que je mets entre eux, un bout de rêve qui arrive plus ou moins inconscient, etc. Non, il y a quelque chose qui me semble venir de l'extérieur. Et ce qui me fascine, c'est que cette chose qui vient de l'extérieur a l'air de connecter avec quelque chose qui est déjà à l'intérieur, comme si ça réactivait des mémoires. Par exemple, ma mère était d'origine arménienne et j'ai un arrière-grand-père maternel qu'on appelait le Mongol, qui a des pommettes saillantes, des yeux bridés, etc. Donc bien sûr, on sait que Gengis Khan, ou plutôt ses hordes, ont déferlé notamment sur l'Arménie, et qu'il doit y avoir des chromosomes de Mongolie et dans cet ADN des traces Incroyable que tu n'y sois jamais allé. de la Mongolie. Mais néanmoins, cette chose qui déboule avec tellement de précision et de présence et avec une sorte de volonté impérieuse de me faire comprendre que c'est là-bas que ça se passe principalement, même si tous les souvenirs d'enfance vont venir comme une deuxième voix s'entremêler verbatim, c'est-à-dire un récit complètement autobiographique, respecté, à cette atmosphère de conte initiatique. Je lutte un petit moment et je me dis mais c'est pas possible puisque c'est la Mongolie, c'est... Et puis là je sens que c'est justement parce que je n'y ai pas été que s'ouvre un espace par rapport à l'imagination, à la plume, où au lieu de suivre
les unités de lieu, de temps, comme un carnet horodaté de 35 ans de voyage ou 30 ans de voyage au pays du chamanisme, il y a la libération vers un espace où l'imagination va pouvoir condenser sous forme de conte initiatique 30 ans d'expérience pour en extraire la moelle et la retransmettre à tous. Et tout de suite, il y a quelque chose qui insiste sur le « à tous ». Ce n'est pas un livre académique de plus, ce n'est pas un pavé de sciences humaines de 600 pages. Ça doit pouvoir être donné à ton fils. Et tout de suite, il y a l'image de mon fils, qui a aujourd'hui 24 ans. Et dès que je vois mon fils, je vois d'autres enfants, plutôt des, on dirait jeunes adultes, des post-ados, etc. Et donc ce sentiment de rien de compliqué, rien d'obscur, clarifier, simplifier, le transmettre à tous. Magnifique. Et c'est donc cette trilogie. D'abord, pourquoi en avoir fait une trilogie? On sait que chez Mama Édition, vous avez quand même particulièrement l'habitude de sortir des pavés. Ça aurait pu faire l'objet d'un seul et unique livre. Pourquoi l'avoir fait en 3 étapes? Alors moi, j'ai rien décidé en fait. Et quand j'ai commencé à écrire le premier, j'avais aucune idée qu'il y aurait un deuxième. Et encore moins un troisième. Donc moi, en toute humilité, j'ai plutôt obéi qu'autre chose. Je me suis mis au service avec ce sentiment qu'il fallait mieux ne pas interférer, accompagner, et que moins j'allais en faire, à part me mettre 100% en disponibilité, et mieux ce serait pour ce flot-là, pour une de ces deux voies. Et que moi, ce que j'allais devoir faire, c'était aller restituer de la façon la plus fidèle et transparente possible ses souvenirs, ses mémoires d'enfance, d'expérience spontanées, etc. Mais tout ce qui venait, j'ai rien prévu, j'ai rien programmé. Donc quand le premier tome arrive, je ne sais pas que c'est un premier tome. Je suis le fil. Est-ce que ça va faire 20 pages et que c'est une nouvelle? Est-ce que ça va faire 100 pages, 200 pages? Est-ce qu'il va y avoir un deuxième tome? J'en sais absolument rien. Mais tu sais que tu vas publier. Je sais que c'est fait pour être transmis. Et ça, cette image tout d'un coup d'une bougie qui allume plusieurs bougies et de chacune de ces bougies qui allume à leur tour plusieurs bougies et de voir des jeunes par rapport à ça, pourquoi cette image tout d'un coup des jeunes? C'est quelque chose de très troublant quand justement vous n'avez aucune stratégie, aucune idée en tête. Mais c'est comme si à l'intérieur de vous, ça savait déjà. Et évidemment, quand on imagine les conditions dans lesquelles tu écris, moi c'est ça qui m'intéresse aussi, l'atmosphère qu'il y a autour de toi, parce que évidemment il faut les écrire ces ouvrages. Et est-ce que tu t'interrompes et on te fait comprendre qu'il faut continuer? Est-ce qu'à un moment donné tu dis je fais une pause et puis je reviendrai dans 3 jours pour écrire? Ou est-ce que c'est une espèce de flot continu comme ça, de flux intense, qui t'incite à être en permanence en train d'écrire? Alors, pas en permanence, mais effectivement, quand ça vient, chaque petit chapitre vient d'un coup. Et il y a une sorte d'unité organique, comme si c'était une vague qui se profile à l'horizon, qui se rapproche et qui vient échouer sur la plage. Et là, je sais que ça y est, ce chapitre est fini, et vient une autre vague. L'interruption au milieu de cette vague, j'ai essayé une fois, pas deux. C'est vrai? Raconte. On badine pas avec certaines formes de flux et de flow. Et je pense qu'il faut se mettre avec respect et à disposition. Et donc, on n'est pas là comme avec d'autres formes d'écriture ou d'autres formes de travail en disant « Ah bah tiens, je vais faire une pause et je décide de passer à ci et je décide. » Non, parce que ce n'est pas vraiment à nous de décider. C'est plutôt à nous d'honorer et de remercier, de se sentir tellement plein de gratitude pour cette présence qui est là et qui, certes, même si elle ne semble pas être dans la même temporalité que vous, juste, elle est là. C'est-à-dire, elle est présente. Et cette présence, c'est un présent. Est-ce qu'on coupe un cadeau en deux? Est-ce qu'on en prend la moitié et qu'on passe l'autre en pause? Non. On l'accepte, on le suit et on réalise à un moment ou à un autre qu'on a fini cette unité-là. Ton entourage sait qu'à ce moment-là, tu écris pour transmettre? Pas au début, parce que ça reste un petit peu comme une sorte d'histoire d'amour et de frémissement de lune de miel placée sous le sceau du secret. C'est-à-dire on n'a pas envie de profaner quelque chose qui pour vous-même est nouveau, qui arrive avec ce registre et cette vibration d'une certaine façon de l'inavouable. Parce que si vous commencez à dire aux gens
Voilà, il y a des images qui me viennent d'un pays où je n'ai jamais été et j'entends une voix qui me dit de ceci, etc. On dit OK, donc c'est quand la prochaine visite dans les services concernés? C'est ça. Or, vous ne vous êtes jamais senti aussi bien. Vous n'avez jamais été aussi en harmonie avec vous-même, à sentir que toutes les strates, depuis votre enfance, les émotions positives, négatives, les traumas, les choses que vous aviez oubliées, qui remontent dans la partie visible de l'iceberg, en même temps que descendent des inspirations, des images qui sonnent tellement justes, qui réactivent des mémoires en vous et qui coïncident et se verticalisent, tout d'un coup donnent lieu à un alignement où il y a juste rien de meilleur. C'est vraiment passionnant. Il faut lire ça parce que effectivement, on sent que tout a été dicté. Est-ce que tu as écrit parfois dans la douleur? Jamais. Ça a toujours été un plaisir. La douleur, ce serait plutôt quand un imprévu arrive et qu'on est obligé de s'arrêter S'arrêter, oui. parce qu'il faut répondre à quelque chose. J'avais la chance d'avoir à ce moment-là un fils qui avait donc déjà 22-23 ans, donc j'étais pas requis C'est ça. comme quelqu'un qui déboule de toute façon, C'est ça. toutes affaires cessantes. En revanche, ça a toujours été un plaisir, parfois un sentiment de perte de la notion du temps extrêmement marqué, c'est-à-dire quand vous êtes ancré, que vous êtes posé, que vous avez généralement une très bonne perception du temps, un quart d'heure, une heure, etc. Et que tout d'un coup, vous regardez votre montre et que vous êtes sûr qu'il s'est écoulé une heure et que vous découvrez qu'il s'est écoulé 4 heures, Eh oui. là, il y a ces sortes de phénomènes où on s'aperçoit que l'enchantement abolit les frontières et les repères habituels de notre cartésianisme et de notre rationalité. Donc c'est une trilogie, ça s'appelle Chaman, il faut absolument lire ça parce que je vais être très franc. Quand on lit, on parle d'un conte initiatique, donc on se dit quelle est la part de cette vie parallèle que tu es censé ressentir, de ce que l'on t'envoie, quelle est, où s'arrête ton imagination et où est la réalité du ressenti. On est en droit de se poser cette question-là. Bien sûr. La réalité du ressenti, elle est permanente parce que pour écrire même quelque chose que certains attribueraient à l'imagination pure ou la C'est comme un fantaisie, roman. il faut quand même un moment le ressentir, et si ça sonne juste et si le lecteur l'entend, c'est bien que la forme a trouvé quelque chose qui correspond au fond et qui permet peut-être la transmission de ce fond. Et quand je parle du fond, je ne parle pas seulement de l'histoire, des sentiments qui animent les personnages, des thèmes et des sujets qu'ils traversent, qu'ils surmontent parfois, mais aussi d'autres choses, c'est-à-dire d'un moment où l'écriture se poétise et où tout d'un coup elle vous amène dans une sorte de rythme et de versification où on sent que les rimes arrivent et que ces rimes arrivent pour faire monter la portion de musique dans le texte et la linéarité verbale, comme si tout d'un coup on commençait à parler à vos deux hémisphères à la fois et qu'on demandait à en mettre un petit peu moins dans l'hémisphère gauche et la trame linéaire passé, présent, futur de l'histoire, pour solliciter un petit peu en même temps l'hémisphère droit, l'intuition, le poétique, et donc une forme de sensibilité différente, et que tout d'un coup, avec le mariage de ces deux perceptions qui se combinent, on ne perd pas le flot de l'histoire, mais on ouvre un autre espace qui peut être onirique, qui peut être parfois aussi chamanique. Il y a une sorte de brèche qui gentiment, doucement se fait, et là, vous pouvez transmettre autre chose. Et cette autre chose, vous la transmettez entre les lignes. Elle ne relève pas des mots et des concepts seuls, elle relève parfois d'une forme de musique, d'émotion, de force, où vous pouvez utiliser des images qui semblent impossibles ici et maintenant, mais que derrière, votre hémisphère droit va reconnaître comme faisant partie d'archétypes, faisant partie d'un monde fantastique, qui en fait n'est peut-être pas si fantastique que ça, et qui est peut-être ici, juste là, entre vous et moi, simplement sur une autre fréquence, de l'autre côté du voile. Absolument. Est-ce que tu as des nouvelles d'Ilga? J'ai des nouvelles d'Ilga tous les jours. C'est vrai? Ouais. Et je lui en donne tous les jours. Est-ce que tu as des nouvelles d'Otarjana? J'ai des nouvelles d'Otarjana tous les jours et je lui en donne tous les jours. Alors juste pour préciser, on peut dire un mot sans dévoiler évidemment, mais Otarjana, c'est la grand-mère, Ouais, chamane. ouais. C'est elle qui t'initie? Oui, c'est-à-dire que
au début, pour moi qui arrive, ou plus exactement le narrateur, qui arrive dans ce conte en croyant qu'il va passer 15 jours en Mongolie et qu'en échange de s'occuper du bétail, donc aider aux chevaux, aux rennes, chez des éleveurs nomades ou aux yaks, il va avoir le gîte, le manger et l'hébergement pendant 2 semaines. Il y a une grand-mère qui est là, qui en fait est la doyenne du village, mais qui est aussi une chamane. Et cette grand-mère, elle le voit. Et à partir du moment où elle l'a vu, elle sait. Elle sait qu'il est appelé à revenir, elle sait que ça fait partie de son destin, et elle sait que de revenir va lui permettre de se connaître, de se reconnaître lui-même. Donc démarre à ce moment une forme de relation et peut-être d'appel initiatique où lui est obligé de reconnaître qu'il y a là quelque chose qu'il ne peut pas reporter, qu'il ne peut pas ajourner, et que finalement cette grand-mère d'adoption va devenir sa mère spirituelle. Quand on parlait de Ilga, pardon, alors justement, je fais un parallèle, je voulais pas faire le lapsus, mais quand tu as 16 ans, il y a des flashbacks très souvent, évidemment, dans tes ouvrages, parce que ce conte initiatique, ces perceptions, cette canalisation que tu peux avoir à ce moment-là, a une résonance évidente avec ce que tu as vécu dans ton adolescence. Tu parles notamment de cet exemple à 16 ans où tu es en Italie avec ta petite amie, qui pleut à torrent, visiblement, et tu glisses et tu te cognes la tête. Et lorsque tu te cognes la tête, assez gravement d'ailleurs, tu perçois une jeune femme aux yeux un peu bridés, et tu perçois un prénom comme Hilda. Exactement. Voilà. Et tu entends une flûte aussi, je crois, à un moment donné, etc. Or, dans ta canalisation, il n'y a pas Hilda, mais il y a Ilga. C'est la même ? Je pense que ces moments qui parfois sont distants pour nous dans une vie, en l'occurrence de 34 ans, dans l'espace dont ils relèvent, ces 34 ans sont en fait à bout touchant. C'est une histoire de registre, c'est plus une histoire de passé, présent, futur, c'est une histoire de fréquence. Et dans cette fréquence et dans cette perception non plus horizontale mais verticale du message, d'une existence, ce qui fait la proximité, c'est pas la date. Ce qui fait la proximité, c'est le taux vibratoire. Comme si certains rêves qui vous ont habité, vous avez tellement envie de vous en rappeler, vous faites un effort, ça vient pas, vous essayez de le rappeler, mais c'est comme de vouloir attraper de la fumée. Plus vous faites cet effort, et plus vous dispersez ce que vous voulez contempler. La meilleure chose, c'est de rien faire, ou plutôt d'attendre que le soir revienne, et en vous couchant dans la même position, parfois dans le même angle ou dans les mêmes draps, tout d'un coup, il y a un petit comeback qui vient. Or, on est plus loin, plus de temps après ce moment-là, et plus de temps après ce moment-là, la résonance fait que tout d'un coup, il y a quelque chose qui émerge à nouveau. En tout cas, alors oui, tu vois, on ponctue à chaque fois parce que je ne te les montre pas, mais tous ceux qui évidemment t'entourent au sein des maisons d'édition ont toujours laissé un petit mot, et c'est toujours très très agréable de ponctuer et d'illustrer. Avec Claire évidemment. Alors oui, parce que c'est vrai que quand on regarde tout ça, il y a des situations, je te parlais tout à l'heure de douleur, est-ce que tu as ressenti parfois un peu de douleur ? Il y a quand même des périodes qui sont difficiles, l'histoire de cette fameuse grotte où tu vas rester, où le narrateur reste 28 jours enfermé. Juste un truc, il y a un cheval qui s'appelle Arzan, ou Arzan, je ne sais pas comment tu le prononces. Et tu vas dans cette grotte, le narrateur va dans cette grotte pour s'enfermer 28 jours accompagné de son cheval. Son cheval reste à l'entrée. On s'est posé une question stupide. Qu'est-ce que fait le cheval pendant 28 jours quand il est à l'entrée de la grotte ? Alors en fait, tout n'est pas raconté dans le tome 1, puisque dans d'autres tomes, je le dis sans tout dévoiler, mais dans d'autres tomes qui suivront, c'est-à-dire dans une autre trilogie qui prendra la suite de cette trilogie, j'allais te poser la question, il y aura des réminiscences qui permettront d'entremêler cette trame narrative, non pas seulement avec des flashbacks d'enfance, mais des réminiscences d'une autre trilogie vers cette trilogie-ci, et qui donc lèveront le voile sur certains des épisodes. Donc l'histoire continue. Exactement. Évidemment. Donc il y a effectivement ce narrateur qui va passer 28 jours parce qu'il doit s'enfermer dans cette grotte. Alors évidemment, c'est 28 jours sans manger, obscurité totale, les yeux bandés, la caverne se referme aussi derrière lui, et il a très froid, et il pratique ce qu'on appelle le tumo. Ouais, le tumo. Tumo, voilà, qui est un yoga tibétain pour s'adapter à la chaleur intérieure, en fait, qui permet de faire la transition avec la chaleur extérieure. Il n'y a pas de souffrance quand tu écris ça, parce que tu le vis tellement fort que cette souffrance qui est vécue par le narrateur, est-ce qu'elle t'atteint ?
Elle m'atteint pas physiquement comme une douleur des membres ou des organes. C'est plus une souffrance virtuelle, comme si vous regardez un film et qu'à un moment, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous tendre, de redouter quelque chose, etc. Ça ne se passe pas en vrai, et vous savez que ça ne se passe pas en vrai. Et pourtant, il y a une forme de réaction, d'autant plus qu'on sait maintenant à quel point la simulation peut envoyer des messages où certaines parties du cerveau ne vont pas faire la différence entre ce qu'on appelle la réalité et ce qu'on est censé appeler le rêve, la fantaisie, le monde virtuel ou le cinéma. Ce qui est très drôle aussi dans ce conte initiatique, c'est que le narrateur transgresse parfois certaines règles, c'est-à-dire qu'on lui interdit d'être amoureux de cette fameuse Ilga, sauf que l'amour est plus fort que tout, et même si on lui dit qu'elle est déjà promise, il s'en fout, il y va. Ouais, il y a quelque chose d'impérieux dans la nature même de l'amour qui fait que, bien sûr, il y a des règles, Oui. mais il y a l'exception qui confirme la règle. Ouais. Bien sûr, il y a des codes, des traditions, bien sûr, il y a des interdits, des tabous, mais il y a aussi le feu sacré. Et quand le feu sacré vient souffler sur les braises à l'intérieur de vous, quand ce brasier s'enflamme et vous savez que c'est juste et vous savez que ça fait partie de votre destin, rien ni personne ne pourra jamais vous arrêter. Ou alors, c'est vous-même qui vous arrêtez en chemin et c'est vous-même qui décidez de vous trahir. Est-ce que tu pouvais ne pas être d'accord avec ce que tu écrivais? Il y avait une adéquation qui était plutôt une forme de surprise que de désaccord, qui m'invitait à pousser plus loin les limites de ce que je croyais concevable ou transmissible. Par exemple, dans certaines expériences chamaniques, que ce soit des expériences avec ou sans tambour, que ce soit avec des chamans de culture amérindienne ou asiatique, il y a des choses où vous vous dites, alors là, vraiment, le mental ne pourra jamais faire toucher du doigt à mon fils ou à un ami ou même à un de mes auteurs quelque chose parce que ça n'est pas transmissible, c'est de l'ordre de l'indicible. Donc peut-être que je pourrais avoir telle ou telle image et que quelqu'un qui a déjà traversé ces expériences va plus ou moins sentir. Mais là, il y a quelque chose qui ne tient pas dans les mots. Et la magie pour moi qui a opéré, c'est de voir à quel point l'ingéniosité de la muse, de l'inspiration, utilise parfois des métaphores, des choses qui semblent impossibles, d'où le conte, des archétypes peut-être et des situations qui échappent à une trame classique pour, encore une fois, entre les lignes, vous transmettre quelque chose que vous ne pourriez pas raconter. Et dans cet univers qui est à la lisière de l'onirique, tout d'un coup, je sentais moi-même, ah, mais ça y est en fait, je le ressens. C'est-à-dire, je ne peux pas le mettre en mots, je ne pourrais pas en écrire un article ou en faire un exposé. Mais là, ça m'a été retransmis et donc c'est transmissible à d'autres, même à des gens qui ne sont pas apprentis, même à des gens qui ne sont même pas préparés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas prêts. Est-ce que les mots ont été parfois difficiles à trouver pour être le plus clair possible, même pour des gens qui sont complètement effectivement néophytes et qui ne connaissent pas nécessairement le chamanisme et ces ressentis-là? Jamais. Percevoir, c'est une chose. Le retranscrire par écrit avec des mots de notre quotidien, c'est autre chose. Il y a toujours eu ce sentiment d'une sorte de rivière, en fait. Parfois d'une cascade, parfois de la foudre, parfois d'une pluie diluvienne, parfois d'un lac parfaitement calme et tranquille, d'un lac miroir, d'un lac transparent, mais jamais une difficulté, jamais de recherche et d'obstacles. Ça a plutôt été au contraire pour moi la transfiguration et la résolution de dizaines d'années qui ont été parsemées d'épreuves, d'obstacles, de douleurs, de difficultés, d'incompréhension, de moments où on croit qu'on va arrêter, qu'on va baisser les bras, des moments où on a mal physiquement, des moments où on a mal psychiquement, des moments où on pourrait croire perdre la boule, des moments où on pourrait croire qu'on est allé trop loin ou que c'est pas pour vous ou qu'il faut faire partie de telle ou telle haute culture de père en fils depuis des générations et que là oui, mais tout ça c'était avant. Là, ce qui au contraire a été un baume et une sorte de médecine en fait, c'est la résolution et la transfiguration après
cette trentaine d'années d'exploration et de voyage, aussi bien géographique qu'intérieur, en une forme de transmission simplifiée, clarifiée, où tout d'un coup, l'histoire d'amour s'entremêlait à cette hélice de contes initiatiques et de restitution chamanique, parce que c'est bien d'humains dont on parle, incarnés ici, qui ont un corps, qui ne sont pas que dans l'exploration de sphères invisibles et d'univers indescriptibles, mais dont tout le but est de ramener ici et maintenant une leçon, un enseignement, une force, une stabilité qui demande un enracinement, une assise et un ancrage qui permet ensuite peut-être de transmettre ça au-delà des âges. Absolument. Je parlais tout à l'heure justement de vulgariser un peu le propos, justement quand tu as ces canalisations et ce ressenti et de mettre par écrit ce que tu as perçu. Il y a ce petit clin d'œil de Horta Jana qui parlait des métaphores tout à l'heure, les métaphores françaises à dimension chamanique, sans qu'on le sache nous-mêmes. Effectivement, quand on dit par exemple avancer à pas de loup, rassembler ses esprits, l'amour donne des ailes, tout ça, ce sont effectivement des expressions françaises à dimension chamanique. Ouais. En fait, le chamanisme, où on peut utiliser d'autres mots, des formes de médiumnité, de voyage entre des plans de réalité, de sensibilité, des formes de voyance, de divination. Bref, ici, disons, quelque chose qui relève du chamanisme, non pas au sens étymologique des Tuvas ou de la Sibérie, mais au sens où on l'emploie un peu plus aujourd'hui, ce qui va recouvrir aussi bien les medicine men que des guérisseurs, que toutes sortes de fonctions différentes et complémentaires. En fait, on l'a sous le nez. En fait, c'est là. C'est-à-dire que dans notre langage, même dans notre langue française, et c'est vrai dans d'autres langues aussi, il y a depuis la nuit des temps des proverbes qu'on répète comme ça, et puis on a tendance à les banaliser. On parlait de vulgarisation. Et donc on se dit, ah bah oui, on dit la vérité sort de la bouche des enfants, mais peut-être qu'on sous-pèse plus vraiment à quel point c'est vrai, jusqu'au jour où votre enfant, votre petit, se réveille d'une sieste et tout d'un coup vous dit quelque chose en 4 mots et là vous restez bouche bée et vous vous dites « Mamma mia, mais qu'est-ce qu'il vient de me dire? Mais d'où ça vient ?» Est-ce transparent et ouvert à ce point qui me restitue de façon sans aucune distorsion quelque chose d'aussi proverbial, d'aussi clair? Oui, donc la vérité sort de la bouche des enfants. Maintenant, dans des registres plus chamaniques, parler d'une heure du jour qui est entre chien et loup, dire que l'amour donne des ailes, voir d'un autre œil quelque chose, être à cheval entre deux mondes, reprendre du poil de la bête, en avoir le cœur net, ce qui est encore autre chose, avancer à pas de loup, reprendre ses esprits, rassembler ses... Tout ça, en fait, si vous le regardez à deux fois et que vous vous dites, mais est-ce que c'est juste une image ou est-ce qu'on est en train, à travers des perles proverbiales, de me transmettre des perles de sagesse, de me témoigner d'un autre monde, d'une autre réalité qui navigue à nos côtés depuis toujours, sur l'alliance entre l'humain et l'animal, sur le pile et face entre l'invisible et le visible. Mais ça, honnêtement, est-ce que c'est du ressort de Tarjana, de cette canalisation que tu as avec cette grand-mère chamane, ou tu te posais déjà ces questions avant même de ressentir et de percevoir ça? C'est ce qui est intéressant dans ces moments d'alliance où on vient vous chatouiller, vous visiter, vous appeler. Vous-même, vous vous mettez en disposition, vous vous concentrez, vous montez vers cette invitation. Elle commence à vous parler comme si elle descendait vers vous. Vous vous concentrez encore davantage pour prendre le stylo et pour un moment matcher. Et vous avez une expression qui vous vient, une idée. Mais en fait, c'est l'étincelle, la première expression. Et une fois que vous comprenez le système, l'énergie de cette première expression et le sens de ce qu'on vous veut faire comprendre et retransmettre, vous, avec votre culture, votre bagage, toutes les autres expressions qui sont dans le même sillot arrivent d'elles-mêmes, bien sûr. Vous avez le template, la nature a horreur du vide, et la rivière vient remplir son lit.
C'est extraordinaire, c'est absolument fascinant. Alors d'abord, de savoir qu'effectivement, il y a une autre trilogie qui arrive derrière, parce que quand on arrive au troisième, on se dit, ça ne peut pas s'arrêter là. Ou alors, ou alors, il en sait suffisamment et ils ont décidé que ça n'était pas la peine d'aller plus loin. Ça n'est pas le cas, bien entendu. Dans les auteurs Mama Édition, il y a quelqu'un qu'on connaît bien qui s'appelle Stéphane Alix, qui mène des enquêtes, notamment au travers de son livre Lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Est-ce que tu mènes une enquête ? Est-ce que tu vas aller sur place? Est-ce que Ilga pourrait se matérialiser devant toi? Est-ce que Ortajana aussi? Est-ce que tous les autres, Tsenek, le cheval, Arzan, tu as envie d'aller à leur rencontre? Et Oui, s'ils étaient là? ça fait partie du voyage. Ça fait aussi partie de respecter quelque chose où on m'a dit pas maintenant. Ouais. Aie confiance, écris, et au fur et à mesure, ah bon, il y a un 2, c'est-à-dire il s'est passé une sorte de mise en abîme par rapport à l'écriture, c'est pas pour moi, je range ce carnet intime de 35 ans d'écriture, puisque j'ai arrêté le tome 1 sans savoir que c'était un tome 1, et j'ai cru que c'était la fin. Et voilà, je me suis dit, bon, c'est fini. Et le lendemain matin, boum, viennent les premières images du début du tome 2. Donc ça m'a fait une sorte de mise en abîme fractale par rapport à ce qui venait de se passer sur les 35 ans avant et ce journal intime. Et donc c'était le tome 2, ok. Qui n'était pas en fait un second tome, mais un deuxième, puisqu'il allait venir un troisième. Et là, une fois de plus, le deuxième s'arrête. Et comme si on avait étanché sa soif et qu'une nuit passait, dès le lendemain matin, le troisième tome s'annonce. Une fois que cette trilogie s'est bouclée, mise en abîme, m'a refait ça à une autre échelle, c'est-à-dire c'était pas le premier, puis le deuxième coiffé, puis le troisième qui coiffe le deuxième. C'était cette trilogie coiffée à son tour par une autre trilogie qui va mêler peut-être à des changements géographiques, des changements de plan, de temporalité, etc. Qui va peut-être aussi laisser grandir le féminin plus avant dans la saga, qui permettra de retrouver ces personnages et ce qu'ont à exprimer et à retrouver en eux-mêmes les femmes ou les petites filles de cette trilogie chamane. Et donc pas maintenant pour aller sur place. Et donc on m'a demandé clairement de laisser les choses se dérouler, mais de surtout pas me prendre au jeu, de vouloir vérifier et basculer dans une enquête documentaire et de revenir dans un monde qui serait plus celui d'un carnet de voyage horodaté. Donc ça fait partie de ce qui est prévu. Et puis ce sera le moment quand ce sera le bon moment. Ça doit te ronger de l'intérieur. Tu dois avoir terriblement envie de savoir. Ça m'excite, mais ronger non, parce que pour moi, Ilga, je l'ai rencontré. Et je ne l'ai pas seulement rencontré à travers la plume et le personnage et les récits. Je l'ai rencontré. C'est-à-dire que pour moi, un jour, elle est venue. Et au risque de paraître zinzin, un matin, dans un état de sobriété totale et de la lucidité la plus grande, et prêt à démarrer une journée, travailler et ceci et cela, parfois vous avez des sentiments de présence qui sont tels que tout d'un coup, à votre corps défendant, vous vous dites « mais non, mais c'est pas possible », et vous êtes obligé d'aller ouvrir une porte en croyant qu'il y a quelqu'un derrière, que vous avez même entendu quelque chose, donc c'est pas qu'un sentiment. Et le fait qu'il n'y ait rien, entre guillemets, matériellement, ne fait pas du tout que vous êtes « ah, je me suis trompé », etc. Parce qu'en l'occurrence, c'était un matin très tôt, avant même que tout réveil sonne, et je me rassois au lit, et là, le sentiment de présence est tel que je suis obligé, et c'est là où on a l'air un petit peu border, et j'en parle en toute sincérité, parce que pour moi, il est plus important d'être authentique et de partager la réalité de cette expérience, plutôt que d'en gommer ce qui pourrait paraître excessif. Parce que parfois, l'excès ou l'inexplicable fait partie de l'existence. Et j'ai été obligé de regarder le bord du lit et le bord de la couette pour voir s'il y avait un affaissement de la housse de couette, tant le sentiment d'une présence assise au pied du lit était là. L'impression qu'on flirtait en termes de vibration entre deux plans de la réalité visible et invisible, ou plus exactement du matériel et peut-être de l'éther, et que là, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la visitation, qui ne laissait plus aucun doute. Donc quand ça vous arrive, vous n'avez pas besoin de preuves, vous n'avez pas besoin qu'on vous démontre quoi que ce soit. Parce que dans ces moments-là,
Dans ces moments-là, il n'y a pas que les yeux qui travaillent et qui regardent pour vérifier. Il y a surtout le cœur qui sent quelque chose d'unique et d'irremplaçable. Il y a ce sentiment d'inspiration qui redescend sur vous. Il y a ce niveau de bien-être, de présence, d'harmonie qui ne trompe pas. Et vous n'avez plus qu'à boire, vous délecter et profiter de ce moment avec la plus grande des gratitudes. Est-ce qu'il y a un avant et un après cette trilogie dans la vie de Tigrane? Oh oui. Porte, porte, et porte, et porte, et que, et que, et que, et que ces portes ouvrent sur d'autres portes. On sait de plus en plus qu'on ne sait rien, mais à la fois l'horizon est de plus en plus large, les univers sont de plus en plus multiples, chacune des dimensions paraît en elle-même de plus en plus multidimensionnelle, je deviens pluriel, et donc cette ouverture des sens, des perceptions, mais aussi des paysages et des dimensions explorées, vous demande à vous plus d'ancrage, plus d'enracinement, plus de discipline, plus de stabilité, parce que c'est comme une histoire d'arbre, si vous voulez. Si le vent forcit, et comme mesure que le vent forcit, les branches croissent, alors les racines doivent s'enfoncer d'autant plus solidement. Est-ce que, dernière question, est-ce que depuis la sortie, je crois que c'est avril, mai, juin successivement, les tomes, est-ce qu'on t'a trouvé changé? Est-ce que ça t'a transformé sur certains points au point que, au-delà de ce que tu peux ressentir intérieurement et qui était sans doute très personnel, est-ce qu'extérieurement, le Tigrane a changé aux yeux de son entourage? Il semble que certains amis trouvent que je passe parfois plus de temps seul en ayant l'air très heureux de passer du temps seul. Super. Que je suis peut-être plus mesuré dans certaines choses, ce qui n'a pas toujours été ma caractéristique première. Je vois moi-même que d'une certaine façon, naturellement, sans me restreindre, aussi bien l'alimentation que le besoin de nager, d'être en contact avec les arbres, de retirer mes chaussures dès que je peux, etc. Tous ces curseurs sont montés d'un cran, qu'il y a peut-être une immédiateté à réagir sur certaines choses dans les positionnements, les personnes, les angles, l'occupation de l'espace, le contact et la proximité avec les autres qui est plus fine et plus sensible qu'avant. Même professionnellement? Oui, bien sûr. Et donc toute la question est bien sûr qu'une sensibilité qui grandit ou une hypersensibilité qui se révèle ne doit pas rimer avec vulnérabilité, mais au contraire avec un sonar d'autant plus fiable qui devient de plus en plus votre allié. Donc c'est encore et toujours ici tout le but que d'intégrer ça. Est-ce que tu te sens privilégié? Je me sens à l'idée béni. d'avoir... ouais, c'est ça. Je me sens vraiment béni, je me sens très heureux d'avoir reçu cette trilogie. Je me sens aimé et je ne demande qu'une chose, c'est à aimer en retour. C'est magnifique. Aux éditions Mama, évidemment. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme dirait l'autre. La trilogie est ici. Le début d'une histoire qui, visiblement, n'est pas près de s'arrêter. On n'a surtout pas envie qu'elle s'arrête. Juste une chose, tu disais, je reprends la plume à chaque fois en canalisation. Donc, tu fais ça à la main? Je fais ça à la main, mais souvent, ça m'a dit, bien que le démarrage était à la main, ça va pas assez vite. Donc, ok, on supprime une étape intermédiaire, on prend directement l'ordinateur et on écrit. Et là, il y a des fois où ça m'a redit, ça va pas assez vite. Et donc, il y a eu un tout petit moment de flottement, ce qui m'a fait rire parce que m'est venu à la fois l'image d'un animal mythologique, le nom d'un chien qui est le même que cet animal mythologique, je ne vais pas spoiler les choses, exact. Et j'ai découvert que c'était le nom du logiciel qui permet de dicter, j'allais dire à voix levée, et donc la cohérence tout d'un coup était comme un clin d'œil. Les esprits ont énormément d'amour, mais beaucoup d'humour. Est-ce que tu as besoin d'être dans un lieu particulier, dans une atmosphère particulière, dans un isolement particulier?
Non, quelque chose qui vient de l'intérieur, comme ça, Dieu merci, se joue, me semble-t-il, de toutes les contraintes. Maintenant, il y a certaines choses qui sont des havres de paix, qui vous inspirent, où les proportions, les dimensions, les vibrations, les fréquences, l'entourage, etc., vous laissent plus de tranquillité, Mm. exempt de toute distraction, et c'est appréciable. Mais cette chose qui vient de l'intérieur, elle s'affranchit, me semble-t-il, de toutes les contraintes. Et pour la suite, la prochaine trilogie, tu te sens excité, effrayé à Amoureux. l'idée de la somme de amoureux. Voilà, bon, voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Rien d'autre à partager. Merci infiniment, Tigrane. Merci, merci à toi, Marc. Merci beaucoup, c'est passionnant. Merci également de donner la possibilité à bon nombre d'auteurs de se révéler. On va recevoir Alain Cogent là, très prochainement. C'est Grand ami. magnifique. Quel personnage extraordinaire. On vous en reparlera évidemment parce qu'il y a beaucoup à dire. Et puis il y a tout. Vous allez dans la bibliothèque sur la chaîne d'ABC, vous tapez Mama Édition et vous avez l'ensemble des auteurs que l'on reçoit et ceux qu'on n'a pas eu encore la chance de recevoir, mais qui, je l'espère, nous feront l'honneur de leur présence sur ces canapés. Il reste du chocolat. Tigrane, Je ne sache-le. dirai pas non. Serre-toi. Merci encore une fois hein, de nous avoir accordé merci ce à temps. vous. Merci. Et on se retrouve très vite sur ABC. Commentez, partagez, vous connaissez maintenant le rituel, on en a besoin. Et merci à tous de votre fidélité. Salut.